16 avril 1945, 03 précise, hauteur de Seelow, Allemagne. La nuit se fracture sous le martèlement colossal de 2000 canons soviétiques. Un vacarme apocalyptique qui comprime l'air en ondes de choc palpables, faisant claquer les tympans et ballotter les viscères comme dans un sac de chair ballotté par la tempête. Tandis que la terre, gorgée d'eau printanière, vomit des geysers de boue noire et de fragments d'os anciens, l'odeur âcre de la cordite se mêlant à celle du sol détrempé et du kérosène brûlant qui imprègne déjà l'horizon est, un voile toxique qui brûle les poumons et irrite les yeux jusqu'aux larmes involontaires. Vous sentez le tremblement ascendre par vos semelles usées, une vibration sourde qui remonte le long de vos tibias raidis par le froid humide, secouant vos genoux cagneux et remontant jusqu'à votre colonne vertébrale, où elle s'installe comme une lame de fond implacable, tandis que des éclats incandescents zèbrent le ciel bas, traçant des paraboles mortelles au-dessus des tranchées où s'entassent les silhouettes recroquevillées des défenseurs allemands, leurs casques Stahlhelm couverts de glaise collante, leurs doigts gourds crispés sur les crosses graisseuses des MG42 encore tièdes des heures précédentes. Au creux d'une cuvette renforcée de sacs de sable effondrés, Karl Becker, du moins le nom sous lequel il trime depuis 3 interminables années, s'accroque au flanc d'un camion Opel Blitz éventré, ses pneus à plat englués dans la vase qui suinte comme du sang caillé, le capot tordu vomissant une fumée âcre qui lui pique les narines et lui rappelle les fours de la boulangerie où il feint de charger ses pains quotidiens, ces miches de seigle noircies destinées aux estomacs affamés de la 9e armée, mais ce soir, sous la pluie de fer, cette routine banale craquelle comme une croûte trop cuite, révélant la chair vive de Nikolai Ivanov, sergent du GRU, infiltré dans les lignes ennemies, son cœur soviétique battant la chamade sous la vareuse kaki tachée de farine et de cambouis. Ses paumes calleuses, marquées par des années à tourner des volants sur des routes défoncées de Pologne, occupées à la Prusse orientale, glissent sur le métal froid du véhicule, le poids écrasant de son sac à dos, alourdi non par des rations mais par une radio clandestine miniaturisée et des charges d'explosifs Smolensk tirant sur ses épaules voûtées, une fatigue accumulée qui rend chaque respiration un effort titanesque, l'air saturé de cette puanteur composite de poudre brûlée, de sueur rance et de métal surchauffé qui s'infiltre dans ses pores comme un poison lent. Les secondes s'étirent en éternité, tandis que le barrage d'artillerie soviétique atteint son paroxysme. Un crescendo infernal où chaque obus, Katjousha hurlant dans le vide, semble suspendu dans le temps, son sifflement aigu vrillant les nerfs à vif, avant l'impact qui soulève la tranchée entière en un jaillissement de terre et de chair anonyme, projetant des bottes désincarnées et des lambeaux de capote gris-vert dans l'air nocturne. Nikolai sent le souffle le plaquer au sol, sa joue droite s'écrasant dans une flaque glacée où flottent des feuilles mortes et du sang frais d'un camarade d'infortune. Un vrai Allemand, Fritz peut-être, abattu hier par un tireur isolé. Le froid mordant, remontant par sa mâchoire crispée, engourdissant ses lèvres gercées par des mois de vent éteux européen, et dans cet instant suspendu, ses pensées dérivent vers la routine qui l'a préservé. Ces matins gris, où il enfourchait son vélo rouillé pour rejoindre le dépôt de la 606e division d'infanterie, chargeant son camion de caisses anodines marquant « munitions fragile », mais dont certaines contenaient des microfilms volés des plans de fortification Seelow, glissés dans des pains creux lors de ses passages à la boulangerie de Kustrine, où la patronne, une veuve aux yeux lasses, ignorait que ses fournées quotidiennes abritaient les secrets qui pourraient faire basculer le front. Un ordre rauque jaillit d'une gorge écorchée. « Feuer! MG Nests! Feu libre !» crié par l'Oberleutnant von Krüger, tapis 20 mètres plus loin, sa voix se brisant sur le grondement d'un Panzer IV qui tousse son moteur Maybach récalcitrant, le diesel vibrant à travers la poitrine de Nikolai,
comme un second pouls affolé. Et déjà, les mitrailleuses MG-42 entrent en furie. Leurs rafales à 1200 coups par minute, déchirant la nuit en un crépitement mécanique infernal, les douilles jaunes jaillissant en cascades fumantes qui crépitent sur le sol détrempré, l'odeur piquante de la lubrification chaude se mêlant au relent métallique du sang vaporisé d'un éclaireur soviétique pulvérisé à 50 pas. Nikolaï se love plus bas, son corps un amas de muscles noués par la terreur primitive qui comprime sa vessie et fait perler une sueur froide le long de son échine. Chaque fibre de son être hurlant l'instinct de survie forgé dans les purges de 1937, où il avait vu son propre frère disparaître dans les caves du NKVD, et pourtant, sous cette peur viscérale qui alourdit ses membres comme du plomb fondu, pulse la mission stratégique. Ce soir, au cœur de l'assaut Joukov sur les hauteurs, activer la balise radio cachée dans son sac pour guider un détachement d'assaut du 8e corps de garde, une petite unité de 30 hommes commandée par le capitaine Alexeyev, confrontée à des odds impossibles. Un nid de mitrailleuses, des PAC 40 anti-chars et des murs de barbelés sous un feu croisé vers la brèche fatale qui ouvrira la route de Berlin. Le silence relatif post-barrage n'est qu'illusion, vite rompu par le rugissement des T-34-85 qui percent la brume à 500 mètres, leurs chenilles d'acier broyant les pieux anti-chars dans un grincement strident qui résonne dans les eaux, les phares aveuglants balayant les positions allemandes tandis que les servants de canon KW-40 pivotent leurs tourelles dans un couinement huilé, le recul du premier tir projetant une flamme orangée qui illumine les visages blêmes. Nikolaï clignant des yeux contre cette lumière crue qui révèle les traits tirés de von Krüger, moustache taillée à la prussienne, tremblant sur ses lèvres pâles, et dans ce chaos naissant, Nikolaï sent le poids irréversible de sa décision se cristalliser, ses doigts engourdis par le froid, 10 degrés au-dessus de zéro, mais une humidité qui glace jusqu'à la moelle. Fouillant lentement, millimètre par millimètre, sous sa vareuse pour activer le détonateur miniature, un geste qui durera l'éternité d'une vie volée à l'histoire. Car si les charges plantées hier soir dans le dépôt de munitions sous le prétexte d'une maintenance routinière de chauffeur explosent trop tôt, il est mort. Trop tard, et le capitaine Alexeyev et ses hommes, ces ombres soviétiques, luttant dans la boue avec leurs PPSH 41 fumants et leurs grenades RGD-33, périront sous les obus de 83 millilitres. Les tirs croisent maintenant en un maelstrom sensoriel, les balles sifflant comme des frelons enragés au-dessus de sa tête, ricochant sur le châssis du camion avec des étincelles bleues qui sentent le plomb fondu, tandis qu'un cri guttural monte d'un soldat éventré à sa droite, ses intestins fumants se répandant dans la gadoue en un relent cuivré de bile et de mort. Et Nikolaï, le souffle court, revoit en flash la banalité de son camouflage. Les nuits à réparer des moteurs dans l'atelier de Francfort-sur-l'Oder, graisse noire sous les ongles, rire forcé avec les mécaniciens du Reichsarbeitsdienst sur des bières tièdes, transmettant des codes via un contact, un cordonnier polonais aux semelles creuses, qui lui glissait des accusations sur les mouvements de panzergrenadiers. Ses jours à livrer du pain aux avant-postes, observant les positions de PAC 40, camouflées sous des filets de pêche, notant les schémas de patrouille pour les microfilms avalés puis recrachés dans des latrines publiques. Une vie d'habillement gris et de silence pesant qui masquait le feu stratégique du GRU, car chaque miche livrée portait en son cœur le germe de cette nuit où son rôle d'ouvrier ordinaire deviendrait le pivot d'une percée sanglante. Un obus de T-34 déchire l'air à 10 mètres. L'explosion proximale soulevant Nikolaï comme une poupée de chiffon, son corps heurtant le sol dans un choc qui vide ses poumons d'air brûlant, poussière et shrapnel giflant sa peau exposée en 1000 coupures superficielles qui piquent comme des aiguilles rougies, et tandis qu'il halète, recrachant une bouchée de terre amère mêlée de salive sanglante, il entend les hurlements des assaillants soviétiques.
Ouh se mêler au vrombissement des moteurs diesel, les silhouettes trapues des T-34 avançant inexorablement, leurs chenilles mâchant les cadavres frais dans un craquement humide qui glace le sang. Ses doigts, enfin libres, effleurent le boîtier de plastique noirci, le froid du métal s'infiltrant dans sa chair comme un serment glacé. Et il hésite, l'espace d'un battement de cœur dilaté en abysse moral. Trahir maintenant, c'est signer l'anéantissement de von Krüger et de ses 100 hommes piégés, des pères, des fils endoctrinés par le national-socialisme, mais les laisser vivre, c'est condamner des millions de siens à prolonger l'agonie du Reich zombie. La peur l'envahit, un nœud gordien dans les tripes, la sueur coulant en ruisseaux salés dans ses yeux, brouillant la vision du chaos où un grenadier s'effondre, gorge ouverte par une baïonnette PPS 43, gargouillant sa vie dans la boue. Lentement, irréversiblement, ses articulations craquent comme du bois sec. Le pouce appuie sur le contacteur, un clic étouffé par le fracas ambiant, et loin derrière les lignes, dans le dépôt camouflé sous des bottes de foin, visité hier sous couvert de livraison de rations, les charges Smolensk s'embrasent en une chaîne cataclysmique, le sol entier se soulevant en une colonne de feu titanesque visible à des kilomètres, un champignon infernal de débris métalliques et de munitions secondaires qui explosent en salves folles, criblant les positions allemandes d'éclats incandescents, les MG-42 se taisant dans un hoquet final, tandis que von Krüger hurle « Was zum Teufel ! Sabotage !» sa voix noyée dans le mugissement du vent chargé de poussière de briques pulvérisées. Nikolai roule sur le côté, son corps alourdi par l'adrénaline qui pompe dans ses veines comme de l'acide lactique, rampant vers une fosse où gisent des chargeurs vides, le cœur cognant contre ses côtes comme un marteau-piqueur. Et déjà, il perçoit le bruit nouveau. Le craquement triomphal des chenilles T-34 franchissant la brèche, guidé par sa balise radio activée en urgence, bip-bip frénétique transmis à travers l'éther saturé de parasites. Le capitaine Alexeïev, à bord de son T-34 baptisé « Pour la patrie », sent la coque vibrer sous l'impact d'une PAC 40 manquée de peu. L'obus percutant un arbre proche, dans une gerbe d'écorce et de feu, l'air confiné de la tourelle saturé d'odeurs de sueur et de tabac kazakh. Ses yeux plissés scrutant le viseur TG-07, tandis que son chargeur, le sergent Kuznetsov, allait en enfonçant une nouvelle ogive BR-365 dans la culasse, le métal cliquetant avec une précision mortelle. 30 hommes à pied les escortent, silhouettes courbées sous le poids de leurs Mosin Nagant et de leurs sacs Valenki boueux, faces noircies de suie et de terre, chaque pas un plongeon dans la vase jusqu'aux mollets, aspirant leurs bottes avec un chuintement vorace. La peur chevillée au ventre, car face à eux, les hauteurs de Silo dressent un mur d'acier et de béton. Impossible à franchir sans miracle. Et ce miracle arrive sous forme d'explosion lointaine. Un soleil artificiel qui illumine le champ de bataille, désorganisant les lignes ennemies en un pandémonium de cris et de courses désordonnées. Nikolai émerge de sa cache, le MP40 volé à un mort serré contre sa hanche, ses cartouches 9 mm claquant en rafales courtes qui cueillent 2 sentinelles égarées, le recul cognant sa clavicule meurtrie, tandis que le sang chaud gicle sur son avant-bras, un fluide poisseux qui refroidit instantanément au contact de l'air nocturne. Et il sprinte, ou plutôt titube, chaque foulée un arrachement musculaire contre la gravité boueuse, vers le flanc du détachement soviétique, criant en russe pur « Tovarichi, je suis le corbeau rouge, la brèche est ouverte », sa voix rauque se perdant dans le tumulte mais reconnue par Alexeïev, qui pivote sa tourelle, mitraillant un bunker effondré d'où jaillissent des flammes de Sten et de FG-42. Les secondes s'allongent à nouveau, Nikolai rampant aux côtés d'un jeune lieutenant ukrainien nommé Petrov, dont les yeux écarquillés reflètent l'incrédulité
Face à cet Allemand surgi des enfers, leur souffle haletant se mêlant tandis qu'ils franchissent un entonnoir d'obus, le sol jonché de membres disloqués et de casques cabossés, l'odeur entêtante de chair carbonisée dominant tout, un tapis macabre, où chaque pas écrase un craquement mou qui remonte par les jambes en nausée irrépressible. Le combat se resserre en un entonnoir mortel, un petit groupe de grenadiers, une dizaine survivants sous le commandement d'un Feldwebel borgne, contre-attaquent depuis un fossé latéral, leurs grenades à manche stick-granate filant en arcs paresseux qui explosent en fontaines de terre et d'éclats, fauchant deux assaillants soviétiques dont les cris, aigus, inhumains, perçant le vacarme. Nikolai plongeant pour rouler sur le côté, une esquille lui entaillant la cuisse en une brûlure lancinante qui irradie jusqu'à l'aine, le sang suintant chaud, puis froid, contre sa peau. Et il riposte, son MP40 crachant le feu en un staccato fiévreux, abattant le Feldwebel d'une balle en pleine tempe qui projette une brume rose dans l'air, le corps s'affaissant comme un sac de grains crevés. Alexeïev, depuis sa tourelle ouverte, hurle « Aventier ! Pour Staline !» son pistolet Tokarev tonnant à bout portant sur un officier SS égaré, tandis que les PPSH des fantassins fauchent les fuyards, les corps s'entassant en barricades improvisées, l'air vibrant d'un bourdonnement d'abeilles enragées, les balles perdues et saturées de cette odeur composite de poudre, de latex brûlé des cagoules et de défécation involontaire de la peur ultime. Chaque mètre conquis est une agonie physique. Les bottes s'enfoncent dans la boue jusqu'aux chevilles, extrayant chaque jambe dans un effort surhumain qui brûle les quadriceps, les poumons pompant un air vicié chargé de gaz d'échappement et de vapeurs chimiques. Nicolas, sentant ses poumons se contracter en spasmes autour d'une toux réprimée, crachant un glaire noirci de particules. Un T-34 prend un obus direct 100 mètres plus loin, la tourelle sautant comme propulsée par un diable. Une boule de feu engloutissant 5 hommes dans un hurlement étouffé par le rugissement. L'onde de chaleur giflant les visages à distance, desséchant les lèvres et carbonisant les poils des narines. Pourtant, la brèche s'élargit, les charges de Nikolai ayant neutralisé le dépôt principal, privant les PAC 40 de munitions, et le détachement d'Alexeïev, renforcé par l'apparition providentielle de l'espion, culmine en un assaut final où les baïonnettes entrent en jeu, lames d'acier froid plongées dans des ventres mous avec un bruit de tissu déchiré, Nikolai face à un jeune Hitlerjung de 16 ans, yeux fous de drogue pervitin, dont le coup de baïonnette rate de peu, entaillant seulement la manche, avant que le poing de Nikolai, chargé d'années de haine contenue, ne s'écrase sur la trachée fragile, un craquement sec éteignant la vie dans un gargouillement humide. Le feu faiblit enfin, les derniers tirs allemands se perdant en râles sporadiques, remplacés par le crépitement des armes soviétiques, achevant les blessés dans un protocole impitoyable. Et le silence s'installe, lourd, oppressant. Un vide sonore qui fait sonner les oreilles en bourdonnement persistant. Nikolai s'effondrant dos contre une murette effondrée, son corps un paysage de douleur. Cuisses lacérées pulsant en rythme cardiaque, épaules déchirées par le sac jeté, visage zébré de suie et de sang séché qui tire sur la peau comme un masque mortuaire. Autour de lui, les survivants, une vingtaine sur 30 pour Alexeïev, plus lui, halètent en cercle, partageant des cigarettes Casbah machinalement roulées, la nicotine âpre calmant les tremblements résiduels, tandis que le capitaine, visage barbouillé de cambouis et de larmes non versées, serre l'avant-bras de Nikolai dans une étreinte fraternelle, murmurant « Corbeau rouge, tu as changé la guerre ce soir, Tovarich ». Mais Nikolai ne répond pas, son regard perdu dans la brume levante où flottent des lambeaux de fumée et des silhouettes immobiles. Le poids de la trahison, non pas envers les Allemands, mais envers l'homme ordinaire qu'il feignait d'être,
s'abattant comme une chape de plomb sur sa poitrine oppressée. Les minutes s'étirent en heures subjectives, le froid printanier reprenant ses droits, engourdissant les membres inertes, les survivants fouillant les corps pour des chargeurs, des montres, des lettres froissées d'osamantes lointaines, chaque découverte un rappel humain du carnage. Une photo jaunie d'une fillette blonde dans le portefeuille d'un caporal, un chapelet orthodoxe arraché à un coup ukrainien. Nikolaï, assis immobile, sent l'épuisement l'envahir comme une marée montante, ses paupières lourdes scellant des visions récurrentes de sa vie cachée. Les levées à l'aube pour pétrir la pâte factice, les trajets monotones où il comptait les miradors, les nuits solitaires dans une soupente puant la moisissure, écrivant des rapports au crayon sur des bouts de papier avalés à l'aube, et maintenant, libéré, il pleure en silence, non de joie, mais du vide infini de l'après, où la routine banale s'est muée en charnier, son corps et son âme alourdis par le fardeau stratégique accompli, tandis que l'aube grise perfore l'horizon, illuminant les hauteurs conquises, mais gravées à jamais de cette nuit où un boulanger est devenu le pivot du destin. Les moteurs des T-34 redémarrent au loin, vibrant à travers la terre encore chaude des explosions, emportant les héros vers Berlin, mais Nikolaï reste là, figé dans le silence post-bataille, sentant le poids irréversible de chaque seconde étirée, chaque odeur persistante, chaque cicatrice invisible qui le hantera jusqu'au dernier souffle, dans l'immensité froide de la victoire payée en chair brisée. Un sergent trapu, le visage barbouillé de suie et de sang séché, s'approche enfin de Nikolaï, posant une main lourde sur son épaule. « Corbeau rouge, lève-toi, Tovaritch. Les Fritz reculent sur toute la ligne. Staline lui-même boira à ta santé ce soir. » Sa voix est rauque, presque joyeuse, mais Nikolaï ne bouge pas, ses yeux rivés sur une botte allemande isolée, encore luisante debout, dont le propriétaire gît à 10 pas, la gorge ouverte comme une grenade éventrée. Lentement, comme si chaque articulation protestait contre le mouvement, Nikolaï se redresse. Le sergent lui tend un bidon d'eau-de-vie tiède, âcre, qui brûle la gorge et ravive les nerfs engourdis. « Pour les vivants », grommelle-t-il, et Nikolaï avale une gorgée, sentant le feu liquide dissoudre un instant le nœud dans sa poitrine. Autour d'eux, les hommes se regroupent. Un mitrailleur manchot improvise une prothèse avec une bretelle de casque. Un téléphoniste répare son appareil sur un genou, riant d'une blague obscène sur les blondes ariennes qui les attendent. La vie reprend, vorace, indifférente au vide qui ronge Nikolaï. ATO 2. L'ombre de Berlin. Les chenilles des T-34 mordent la terre molle des hauteurs, soulevant des nuages de poussière ocre qui voilent le soleil levant. Nikolaï grimpe sur le blindage arrière d'un char, agrippé à la tourelle comme un fantôme supplémentaire. Le commandant, un Géorgien au sourire carnassier nommé Georgi, lui crie par-dessus le vacarme « Tu montes avec nous, Corbeau? On va peindre le Reichstag en rouge !» Nikolaï hoche la tête, muet, son fusil Mosin pendu mollement à l'épaule. Le convoi s'ébranle, une colonne d'acier grondante serpentant vers l'ouest, semant derrière elle les corbeaux qui picorent déjà les yeux des morts. À bord, serré entre des bidons d'essence et des caisses de munitions, Nikolaï ferme les yeux. Les vibrations du moteur font remonter des souvenirs interdits. Non plus la soupente du boulanger, mais les entraînements secrets à Moscou, sous les neiges de 1941, où on lui a appris à tuer sans haine, à trahir sans remords. « Tu es l'arme invisible », lui avait dit le colonel avec un clin d'œil, en lui remettant le tatouage du corbeau rouge sur l'avant-bras. Invisible. Mais ce matin, sur les hauteurs, il s'est révélé, et le monde l'a vu. Soudain, un grondement lointain, de l'artillerie allemande, sporadique, faiblarde. Une salve s'abat à 200 mètres, soulevant des gerbes de terre. Georgi braille. « À couvert !
Mais Nicolas reste immobile, fasciné par une vision fugace. Une femme ukrainienne, dans un village rasé l'hiver dernier, le maudissant d'avoir dénoncé son mari déserteur. Était-ce justice ou seulement le prix d'une autre mission? Le char accélère, slalomant entre les cratères, et Berlin se profile dans l'imaginaire collectif comme un mirage sanglant. Midi approche. Le convoi s'arrête près d'une ferme en ruine, pilonnée la veille. Les hommes descendent, allument des feux avec des meubles allemands, font bouillir du thé dans des casques cabossés. Nikolai s'isole derrière un mur écroulé, sort de sa poche un bout de papier froissé. Pas un rapport cette fois, mais une lettre qu'il n'osait pas écrire. À ma sœur, disparue en 42. Pardonne-moi d'avoir survécu. Il la déchire, laissant les flocons blancs s'envoler dans le vent tiède, tandis qu'un avion soviétique Messerschmitt capturé passe en rase-motte, larguant des tracts sur la plaine. La victoire est proche. Mais pour Nikolai, la victoire est un écho creux. Au loin, les premiers éclaireurs rapportent des positions ennemies. Une division SS retranchée dans un bois, des Panthers embusqués. La guerre n'est pas finie, elle mute, et lui, le boulanger pivot, doit redevenir l'espion affûté. Il recharge son fusil, vérifie le cran de sûreté et rejoint les autres. Pour Staline, murmure-t-il enfin, mais dans son cœur, c'est pour l'homme ordinaire qu'il a enterré sur les hauteurs, et qui ne reviendra jamais. Le convoi repart, vers les ombres de Berlin, où d'autres trahisons attendent dans l'ombre des ruines. Le convoi s'enfonce dans les faubourgs de Berlin, où les rues sont des veines crevées, saignant des gravats et des corps anonymes. Les T-34 crachent leur fumée noire, masquant les carcasses de Panzers carbonisés. Nikolai, coincé dans la tourelle du char de tête, scrute les fenêtres béantes des immeubles, des yeux allemands, peut-être, ou seulement des ombres affamées. Georgi, à ses côtés, mâche un bout de pain rassis volé à un mort. « On y est, bolcheviks. La capitale du diable nous attend. » Mais Nikolai sait que le diable porte souvent un uniforme soviétique. Son prochain objectif, un bunker sous la chancellerie où un officier SS, le Hauptsturmführer Klaus von Eberhardt, détient des plans de contre-attaque et, dit-on, les codes pour activer une arme secrète, un projet vengeance enfoui sous les ruines. Le colonel l'a briefé par radio, codé la veille. « Infiltre-toi comme déserteur. Le tatouage du corbeau te couvrira. Infiltré chez l'ennemi, pour trahir de l'intérieur. » Encore. La nuit tombe comme un linceul. Le char s'immobilise dans une place éventrée, entouré d'un parc transformé en cimetière de blindés. Les hommes creusent des trous pour la nuit, partagent des rations de gruau au froid. Nikolai s'échappe vers les décombres d'une librairie, où des livres allemands pourrissent sous la pluie fine. Il trouve un uniforme SS déchiré, taché de sang frais, et l'enfile par-dessus le sien. Dans un éclat de miroir brisé, il se voit. Un fantôme aux yeux caves, le corbeau rouge luisant sous la manche relevée. « Pour Staline !» se répète-t-il, mais le nom sonne faux, comme un serment récité par un enfant terrifié. À l'aube, feignant la désertion, il s'avance vers les lignes ennemies, les mains en l'air, hurlant en allemand approximatif. « Hilfe, ich bin russe, aber ich hasse Staline !» Une patrouille SS l'arrête, méfiante, mais le tatouage, contrefait pour l'occasion? Non, le vrai, passé au rayon X pour tromper les scanners, fait mouche. Corbeau rouge, traître à la Rodina. Bienvenue, camarade. On le traîne au bunker, un monstre de béton, sous les jardins de la chancellerie, où l'air pue la sueur, la poudre et la peur. Von Eberhardt est un squelette en tenue noire, les yeux fous d'un homme qui sait la fin venue. Les bolcheviks sont aux portes, mais nous avons de quoi les saigner. Il montre les plans, des tunnels piégés, des gaz neurotoxiques prêts à inonder l'Asprey. Nikolai feint l'enthousiasme.
glisse une lame dans sa botte. La trahison mûrit. Mais au cœur du bunker, un prisonnier enchaîné le fixe. Une femme aux cheveux rasés, un numéro tatoué sur le bras. Sa sœur? Non, impossible. Pourtant, les yeux. Nikolai, murmure-t-elle en russe brisé. Le monde bascule. Hors du bunker, les canons tonnent, les premiers assauts soviétiques déferlent. Georgi hurle dans le vacarme. Où est le pivot? Nikolai doit choisir, activer le saboteur ou affronter le fantôme de 42. Le corbeau rouge brûle sur sa peau comme une marque d'infamie. Berlin agonise, et avec elle, les derniers remords d'un boulanger devenu monstre. La lame sort de la botte. Pour qui, cette fois?